Donc la conférence de ce soir s'inscrit dans une série de conférences, mais surtout pour inaugurer l'exposition que vous avez pu voir peut-être un petit peu rapidement dans l'allée centrale du centre culturel ce soir. Donc je vous invite à revenir pour la voir plus longuement. Donc une exposition dont le surtitre est « Les trésors de la médiathèque », puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement chaque année pour montrer une partie des trésors de cette médiathèque sur un thème donné. Le thème de cette année, donc Robe Mission Histoire de femmes, qui nous permet d'aborder l'histoire de ce vêtement, son arrivée, comment il a été reçu, comment il a évolué, comment il a été, les personnes qui l'ont subi se sont ensuite appropriées ce vêtement. Donc, à travers les photos et à travers les textes qui sont aussi présentés entre les photographies dans l'allée centrale, vous pouvez découvrir un petit peu ce vêtement. Et puis ce soir, donc, Waimalo, qui est accompagné par son groupe de l'Église évangélique, qu'on remercie également d'être là, va nous présenter un petit peu la robe Mission, la robe Victoria, la robe Sainte-Cécile, le vrai vêtement, la robe Popinée. Enfin, tout ça sera expliqué. Et vous aurez bien entendu l'occasion de vous exprimer également, de poser des questions, de faire des remarques à la fin de l'exposé. Et puis, on nous réserve des petites surprises en fin de conférence. Mais ça, une surprise, on n'en parle pas avant. Donc, je passe la parole à Waimalo. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Robe Mission, histoire de femmes. Avec les femmes de l'association du mouvement des femmes de l'Église évangélique en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté, nous tenons à vous saluer et vous remercie, vous, les responsables de la médiathèque du Centre culturel Tibau, de nous avoir invités pour traiter ce thème, Robe Mission, histoire de femmes. Voici le geste. Ce vêtement est présent depuis l'installation à Marais en 1854 par des missionnaires anglais, les révérends Jones et Grieg, qui renforcèrent le travail des missionnaires, des évangélistes polynésiens, et depuis 1859 à Lifu avec la présence des pasteurs McFarlane et Slade. Traiter le thème Robe Mission, histoire au pluriel de femmes, nous amène donc à parler de, premièrement, l'histoire de son installation, deuxièmement, les stratégies de sa diffusion, troisièmement, les différentes initiatives de la remplacer, et quatrièmement, son actualité, son avenir. Il est évident que, compte tenu du travail colossal de recherche à effectuer, je me limiterai à un travail dans l'île de Lifu, mais avec quelques passerelles sur les autres îles, Nengone, Yai et Momawe. Derrière cette exposition photographique sur Robe Mission se décline au fur et à mesure l'histoire de plusieurs femmes qui ont marqué l'île et qui ont été les premières femmes qui sont sorties des milieux traditionnels pour investir des tâches et des lieux ou même des professions nouvelles, mais tout en œuvrant au bénéfice de la communauté. Histoire de la Robe Mission. L'introduction de la Robe Mission dans nos îles est liée au chemin emprunté par l'Évangile et transmis par les pasteurs de la LMS, qui veut dire London Missionary of Society, la Société de Mission de Londres.
La robe mission est apparue pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Loyauté, notamment à Marais et à Lifou, dans les stations missionnaires. Donc à Ro, Marais, à Mou, Lifou. La robe mission, made in England. Le XVIIIe siècle avait été dans le Pacifique le siècle des explorateurs. Mais le XIXe siècle fut celui de l'évangélisation, de l'ouverture du commerce européen et du partage politique des grandes puissances colonisatrices. Pendant que la France était occupée à faire sa révolution, l'Angleterre vit un extraordinaire réveil du protestantisme sous l'impulsion des frères Wesley et George Whitefield. Mais la contagion allait toucher toutes les sectes protestantes britanniques. Même l'anglicanisme, pourtant un peu endormi dans sa confortable position d'église officielle. C'est dans ce climat de ferveur religieuse que fut créée la LMS, le 21 septembre 1795. La LMS est une organisation non conformiste, composée de calvinistes de stricte obédience, mais indépendants. Le révérend docteur Havest n'eut que l'embarras du choix pour trouver des fonds et des participants. Il rédigea des statuts où le but missionnaire est souligné sans équivoque. Le seul objectif est de répandre la connaissance du Christ parmi les païens et les autres nations non éclairées. Dr. Havest avait lu les grands explorateurs du XVIIIe siècle et avait été frappé par la profonde dépravation des insulaires du grand océan. Un des traits de la LMS est le puritanisme sévère et austère de ses membres. Ceux qui vont partir en mission dans le Pacifique sont soit des pasteurs, soit des laïcs artisans. C'est ainsi que le 9 août 1796, sur un petit 3 mâts de 267 tonneaux, quitte l'Angleterre avec à son bord 30 missionnaires, dont 4 pasteurs, sous le commandement du capitaine Wilson, un vieux loup de mer, mais animé de la foi des premiers âges, et qui choisit un équipage de chrétiens à son image et à sa mesure. Le DUF, une sorte d'église flottante, arrive à Tahiti, première porte d'entrée d'évangélisation, le 5 mars 1797, dans la baie de Matavai. Ils étaient bien reçus. Ils reçoivent le Pomaré I, roi de Tahiti, un grand terrain à la pointe Vénus. La situation se dégrade vite. Le DUF ne revient pas à Tahiti. Certains missionnaires sont allés en Australie. Seul Henry Nott s'est réfugié à Moorea. La LMS a failli tirer un trait sur le Tahitian Mission après cet échec cuisant. Mais c'était mal connaître l'opiniâtreté britannique. Henry Nott, tenant toujours Moorea, et maîtrisait parfaitement la langue tahitienne et traduit la Bible en tahitien. Cette innovation intéressa le roi Pomaré I, qui devient son ami et l'aide à traduire complètement les 2 testaments. Cette traduction de la Bible va bouleverser Tahiti et les îles sous le vent. La vie était réglée par un code de morale rigoureux. Plus de guerre, plus d'infanticide, plus de sacrifices humains, plus d'idoles, mais aussi plus de danse, plus de chants, sauf les psaumes. Plus de fêtes ou célébrations sur les marae, sauf les fêtes religieuses, et plus de liberté sexuelle, et donc plus de joie. Le comportement des habitants était radicalement transformé. Le triomphe de la LMS sur Tahiti l'encouragea à aller plus loin. Le grand apôtre du Pacifique, le révérend John Williams, se chargea de la tâche. Il s'installa à Raiatea en 1817. Il construisit des navires, des écoles, des dispensaires, des églises. Et il est en même temps linguiste et grand prédicateur.
C'est lui qui mit au point l'institution si importante des Tiche. Ce sont des jeunes Polynésiens choisis pour leurs aptitudes intellectuelles et pour l'authenticité de leur foi chrétienne. Ils sont formés par des pasteurs, et c'est le cas de Taunga à Rarotonga, soit dans des sortes de séminaires appelés Native Agency. Ils étaient destinés à servir des pionniers dans les îles païennes. C'est ainsi que le révérend John Williams déposa des titres de Raiatea, dont le plus célèbre est Papeya, sur l'île Aitutaki. C'est à Rarotonga que fut créé le plus célèbre Native Agency. Ce séminaire, Ngatangya, en 1818. C'est à Rarotonga que John Williams construisit la célèbre goélette, le messager of peace, qui devait envoyer, ensemencer d'autres champs de mission. Il alla aux îles Samoan dès 1830 avec des teachers comme Archibald Murray et Thomas Heath. Ces missionnaires iront après dans l'archipel calédonien, après un retour en Angleterre pour trouver des fonds, publier la Bible en tahitien traduit par notes et acheter un navire, le Camden. Il revient aux Samoa le 30 novembre 1838, bien décidé à poursuivre son action apostolique, toujours plus à l'ouest. Il s'attaqua à la Mélanésie, réputée plus sauvage, cannibale et très dangereuse, et plus difficile, car constituée d'îles très éparpillées, mais aussi parlant 700 langues et ayant des mœurs très redoutables. John Williams partit avec des t-shirts samoans et rarotongiens pour affronter un monde neuf, vierge de toute action missionnaire, où les rares trafiquants qui s'y étaient aventurés n'en étaient pas revenus, où on avait rapporté une description très noire. Pourtant, certaines informations recueillies chez d'autres navigateurs disent le contraire. Le capitaine Samuel Henry, fils du missionnaire Henry Knott sur Tahiti, informa William de la rencontre des Tongiens à l'île des Pins, qui disait que les Kunia accueillaient volontiers des missionnaires. Il fallait aller vite, car les catholiques cherchent à rattraper leur retard de 30 ans dans la région. Les pères picpuciens étaient installés aux îles Gambier depuis 1834 et avaient tenté de prendre Tahiti en 1836, au grand scandale de la LMS. Les pères maristes avaient débarqué à Wallis et Futuna en novembre 1837 et avaient fondé des missions en Nouvelle-Zélande en 1938, soutenues par les catholiques irlandais de Sydney. John Williams voulut devancer les maristes en Mélanésie. Il partit vers les Nouvelles-Hébrides, actuellement Vanuatu, avec objectif final l'île des Pins, le 5 novembre 1939, à bord du Camden, avec 12 catéchistes samoans et rarotongiens. John Williams fut tué à Erremango le 20 novembre 1839. Mais la règle instaurée par Williams était que si un pionnier disparaissait, un autre devait reprendre la place. Le révérend Thomas Heath revint à Erremango en mai 1840 et débarquait de Samoan, Taniela et Lasalo, et ne put rien faire. Ils furent transférés en avril 1841 à l'île des Pins par le pasteur Murray. Dès le 15 mai, ils furent transférés en avril 1841 à l'île des Pins. Dès le 15 mai 1840, Thomas Heath laissèrent à Gadji 2 évangélistes samoans, Taniela et Noah. Le 8 avril 1841, le pasteur Murray débarqua Tatayo et Taniela à Ro-Marais,
qui rencontrèrent un Tongien nommé Taoufa. En 1842, le pasteur Buzakot et un autre pasteur laissèrent Fao et Zacharia à Maré et iront à Lifou en pirogue, où ils sont accueillis par le grand chef Boula. En fin 1842, il existait 3 missions. Celle de Touaourou avec les t-shirts de Taounga, Teoura et Noa. Celle de Ro, Maré avec Tatayo et Taniela. Celle de Moulifou avec Fao et Zacharia. En 1854, 2 pasteurs britanniques, les révérends John et Grete, s'installèrent à Maré. À partir de 1859 à Lifou, s'installèrent les pasteurs McFarlane et Slade. Ce sont certainement les femmes de ces premiers missionnaires européens qui ont introduit la robe mission. Ces missionnaires de la LMS vivaient à l'époque du règne de la reine Victoria, qui monta sur le trône en 1837 et qui va régner pendant 64 ans. Elle alla marquer de son empreinte toute une époque, site victorienne, mais également sur un style et un ensemble de valeurs. Et en mémoire à la reine, les premières robes missions sont appelées robes Victoria. La LMS devait évangéliser ces Océaniens sauvages, primitifs, et tout le travail consiste à lutter contre tout ce qui représentait ce côté sauvage, nu, sale, malpropre. On aurait pu croire que le problème de femmes Kanak serait de cacher le haut de leur corps, car elles portaient des jupes en fibres végétales. Il n'en est rien, car pour les missionnaires anglais, baignés dans un fondamentaliste strict et un puritanisme appuyé, il faut cacher tout le corps, du cou à la cheville. Tout doit être caché. Ainsi est née la robe Victoria, appelée communément robe mission. Elle devint symbole de la civilisation occidentale. Elle permet ainsi de distinguer les chrétiens des païens, du civilisé et du sauvage. Inspirée du style victorien de l'Angleterre, mais en utilisant les tissus en disparition, les missionnaires vont apprendre aux filles et femmes des élèves pasteurs la couture et surtout la coupe de cette robe qui va du cou à la cheville avec des aisselles bien cachées, soit par la longueur des manches, comme à Tahiti où l'on porte encore actuellement, soit en manches courtes serrées par des élastiques se terminant en dentelle. Les ouvertures boutonnées ne peuvent se porter devant que pour celles qui allaitent. Dans le port de cette robe s'inscrit un acte civilisateur qui se complète par l'alphabétisation en apprenant le A, B, C. Ceci pour mieux lire la Bible qui était traduite en Négoné par Jones et Grete et en Jehu par McFarlane. Au niveau théologique, la robe mission répond à cette notion de péché liée au sexe, surtout féminin, par la faute d'Ève, et qu'il faut cacher ou surcacher, non seulement pour les sauvages, mais aussi pour toute l'Angleterre, sous le règne de la reine Victoria. Cette robe se porte dans tous les états de la femme, en temps de grossesse. Et c'est une robe facile à porter, de par sa largesse et sa légèreté. Elle facilite les mouvements et protège la pudeur de la femme. Tout ce qui est du royaume de la reine, Angleterre et Commonwealth, portera la robe de la reine. Les femmes des missionnaires John et Greg à Maré et celles de McFarlane et de Slate à Lifou, pendant que les maris enseignaient et construisaient des bâtiments, les épouses, elles, enseignent l'art culinaire, les bases de l'éducation sanitaire et l'hygiène.
la couture, le tricot, le tressage des nattes pour les cases des étudiants et l'artisanat. Les travaux manuels se font sous les grands arbres, un banyan ou un arbre appelé couramment l'ifu machate. Ou ces travaux manuels peuvent se faire aussi dans la cour, sous des abris provisoires. Les stratégies de sa diffusion. Ces techniques nouvelles maîtrisées par les femmes des étudiants pasteurs et d'autres filles employées dans la mission vont commencer à apparaître dans les cultes de dimanche, à identifier les personnes devenues chrétiens. Cela est valable aussi pour les hommes qui laissent leurs bagayous au mano ou à des costumes venus dans les malles en provenance de l'Angleterre ou de Sydney. La mise en place par le pasteur McFarlane d'une grande fête religieuse appelée Convention, regroupant tous les premiers chrétiens de l'île, dont les premiers sont les chefs Bula, Wahile, Wanya, Tupaisi, Luewadia, Mekhanang, Walewen, Achesoen, Naweo, etc., etc., va lancer, si l'on peut dire ainsi, la mode. Depuis les premières confections de robes et son port encore minoritaire, la mission se fraye un chemin. Dans sa deuxième phase, la première célébration de la Convention à Kumo est une occasion de voir les femmes d'élèves pasteurs porter des robes mission d'une même couleur, du même tissu, appelé couramment l'ifu changan. La mode est lancée. Cette fête se fait chaque année. Sa diffusion est assurée, tant dans la durée que dans le renouvellement du permanent. Les femmes de pasteurs vont installer durablement dans les tribus avec l'organisation des travaux de couture et autres activités avec les filles et les femmes. Des nouvelles écoles voient le jour. D'abord Doneva en 1903, après le renvoi de McFarlane et des missionnaires anglais. Les femmes des élèves pasteurs apportent dans leurs bagages, lors des déplacements, leurs trousses de couture et leurs précieux patrons d'une unique coupe. L'apparition de nouvelles écoles de filles comme Namelanga Tahunad, Naizianu Achepenehe, Ebeneza Afayawe et d'autres encore vont renforcer sa diffusion et son implantation définitive. La présence des deux demoiselles missionnaires à Moria, Bethany Lifu, petite structure sanitaire pour la petite enfance au sein de l'école de Bethany, va faire émerger des femmes et des jeunes filles, des aides pour le bain des bébés, pour le bain des enfants, pour la préparation des biberons et des repas, mais aussi pour la couture, pour les habiller. Leur chef de file, aux côtés de mademoiselle Anker et Peter et madame Taïn Wanadjako, qui va assister et apprendre même la profession de sage-femme. Elle travaillait en autonomie dans ce dispensaire de Moria, puis plusieurs années plus tard dans le dispensaire de Gayot à Chepene. Dès la fin des années 50, elle verra naître 4 générations de l'IFU. Dans son engagement, elle sera par la suite assistée par des jeunes filles comme mesdemoiselles Baouch Kamen, Wachaponyela, Wayetea Pamani, Koijun Weni, Bula Tata, Haiweng Pinan et d'autres encore. Une nouvelle génération de femmes sortent des tribus et occupent de nouvelles fonctions dans le domaine sanitaire. Elles aideront les femmes lors des accouchements à domicile, pratique culturelle de l'époque. Après la fin du système de l'indigénat, avec les retours des moniteurs en classe pour la préparation de l'examen de CEP,
de nouvelles femmes vont apparaître dans ce travail de renforcement, de la mise en place d'une continuité de la robe mission, mais aussi dans l'art culinaire, le tricot, l'hygiène et la santé. Je citerai Mesdames Louepak Selane, Haiweng Malina, Rouye Midjoj, Nasil Tchadjalo, Wahanem Dieno, Tupowe Patel et d'autres encore. Elles sont des auxiliaires précieuses pour la formation des filles. Des jeunes filles comme Françoise Ajapunya, Otene Wanakhaeng, Naye Uwe, Joye Katawa et Maïla Wainebengo, qui étaient enseignantes dans le public, vont devenir des institutrices des cadres kanak originaires de l'Ifou. Dès les années 1960, les filles habituellement formées en destination de mariage pour l'amélioration sanitaire des tribus de l'île se déplacent sur la Grande Terre, au collège de Doneva. Des campagnes d'information concernant les études, faites dans les écoles des tribus, mais aussi lors des réunions, après le culte de dimanche, vont porter ses fruits. Les filles peuvent donc poursuivre leurs études en dehors de leur île et parfois même continuer au-delà du territoire. C'est le cas de Mesdemoiselles Ajapunya Khouté, Ajapunya Bala, Thayawe Medjiko, et chemin qu'emprunteront les générations suivantes. Certaines filles continueront leurs études au lycée La Pérouse. Je citerai Djawilo Wassa, et d'autres continueront en métropole. Les différentes tentatives pour remplacer cette robe mission. La venue des missionnaires français tels que Delors et Lénart, ils vont introduire une nouvelle mode, la robe madame. Une robe moins longue, plus aérée et même parfois sans manches. Mais les femmes kanak vont l'adopter, mais alors sans renier son héritage britannique. Les filles dans les internats vont s'habiller en uniforme, jupe et corsage blanc, avec des introductions des tenues lors des conventions. Rien n'y fait. Ces tenues sont gardées avec discipline en classe, mais de retour en tribu ou dans la vie active, les mamans adoptent la robe mission, devenue élément intégral de leur identité. Dans une politique assimilationniste, ces robes mission a été interdite. Dans certains établissements scolaires, certaines écoles de la mission, et aussi au lycée La Pérouse. Des bibliothèques sont ouvertes dans la ville de Nouméa. Des livres qualifiés de subversifs circulent sous les manches. En 1966, des lycéens kanak du lycée La Pérouse, je citerai faute trop lu, Jimmy Unei, Billy Wapoto, Henri Ajapunya, vont entraîner l'ensemble de leur classe à une grève pour que les filles puissent porter la robe mission et puisqu'on puisse porter des sandales, car jusqu'alors interdit. Mais cette grève a été soutenue par tous les élèves de toute ethnie confondue, son actualité, son avenir. Dès les premiers envois des étudiants kanak en métropole, ceux-ci vont être en contact direct avec les différents courants de pensée qui va provoquer mai 68 et la révolte estudiantine. De retour en Nouvelle-Calédonie, les foulards rouges se créent avec des groupes régionaux. Groupe 1878, Titiwadi, Atsai, etc. La revendication identitaire va être portée dans la rue. Les langues, l'histoire du pays, la spoliation foncière de la Grande Terre. La robe mission devient un signe de la revendication, au même titre que le foulard rouge. Des femmes comme Dewe Gorode, Suzanne Unei et d'autres vont occuper la scène politique par le biais des manifestations qui terminent parfois dans les locaux de la police.
qui terminent parfois dans les locaux de la prison. Des femmes Kanak élargissent leur terrain d'investigation. De plus en plus, des secteurs tels que l'enseignement, la santé, la fonction publique, ces secteurs-là vont être investis. La lutte de reconnaissance a besoin de toutes les forces vives. Cette robe mission, symbole des femmes Kanak, devient une robe fierté pour la lutte. Des robes aux couleurs du drapeau indépendantiste apparaissent aux côtés des robes bleu, blanc, rouge. Des syndicats, plus particulièrement l'USTKE, s'affichent dans les tenues vestimentaires lors des manifestations. Des entreprises de couture se mettent en place en différents points du territoire. La robe mission s'émancipe dans sa forme, dans son look, dans son style et en différentes longueurs, et même confectionnée artisanalement avec des teintures. Des défilés de mode se font dans des lieux non visités, pas si longtemps vus avec la présence de la perle grise. Des conférences à ce sujet sont organisées au centre Tibaou, à la fois à Maré, à Koné, à Lifou, à Ouvéa. Derrière la robe, la femme Kanak n'a pas cessé d'expérimenter la vie et de relever les nouveaux défis de la modernité. Des affaires qui marchent devant les ordinateurs, dans les différents aspects de la vie. La robe mission, pendant longtemps confectionnée par les femmes Kanak pour le compte des magasins, je citerai le magasin Giraud, est devenue une affaire juteuse. Des cérémonies religieuses, Mei, Convention, Cresciano, Pentecôte, des cérémonies culturelles lors des mariages, manifestations sportives, je prendrai le cricket, d'autres associations encore, n'ont cessé d'augmenter la demande. Il est donc temps que des femmes Kanak s'approprient de A à Z de leur héritage, de la développer et de l'internationaliser. Dans le pays, des femmes de toute ethnie confondue l'arborent déjà fièrement dans la vie. Certainement, un coup de pouce pourra la faire accéder au signe identitaire des femmes de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, de cette robe camisole, de cette robe popinée avec des connotations racistes, péjoratives, de cette robe ponoche. Cette robe est devenue la marque culturelle de la robe Kanak, de la femme Kanak. Si par le passé, cette robe est passée par tous les chemins de souffrance du peuple Kanak, elle emprunte actuellement les chemins de l'épanouissement de la femme Kanak et devint le symbole de la liberté des femmes citoyennes de la Calédonie. Je terminerai par un poème. Nyipi het, I heteng, robe made in England, robe enveloppe, robe imposée pour des raisons d'un autre temps, robe civilisatrice, te voilà adoptée. Par ma culture, élevée au rang du Nyipi-Hat, élevée au rang du Dokamo, élevée au rang du Nyipi-Koko, de la génération du porteur de discours, tu as porté la revendication. Robe mission, Nyipi-Het, Heteng, tu as porté la revendication de dignité. Nyipi-Het, Heteng, tu as porté la revendication de l'identité.
Nipi het. Nipi iheteng. Iheteng. Sois un des signes identitaires des femmes de la communauté de destin. Nipihet, porte notre parole d'émancipation. Nipihet, Rob Kanak, Rob Mission, porte notre parole d'émancipation. Porte notre parole citoyenne. Merci à toutes. Merci à tous. Merci Waimalo, merci à vous aussi d'avoir chanté pour nous ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions d'ores et déjà à poser ou des commentaires à faire suite à cet exposé. Je signale juste pendant que vous réfléchissez à vos questions qu'il y a 2 micros qui circulent et il est préférable de les utiliser. Donc il suffit de lever un petit peu la main et on passera le micro. La question, c'est pour les jeunes. C'est pour toi, Waimalo, avec tous les jeunes comme toi. Nous, on est arrivés ici pour la mission, la robe mission. Mais c'est dommage, parce que nous, on est dit la maison robe mission, mais pour les jeunes, on n'a pas continué. Avant, à Bethany, comme M. Bergeret, Mademoiselle Peter, les femmes des pasteurs, on ne va pas mettre le bouton ici. Il faut mettre le bouton devant. Parce que c'est comme pour... Respecter. Voilà. Quand je suis à Confi, quand je suis restée avec pas Margaret, 2 maris qui vient avec M. Bergeret, qui fait la cuisine pour nous. Il y a la petite 2 filles, le bout là, qui est arrivé aussi, Mary et Ujupa, avec ses enfants de Repene. Mais je vis les pasteurs, ils n'ont pas sablé. Tous les matins, tous les mamies des pasteurs, ils viennent avec leur marmite, une petite case pour faire leur marmite, pour 11 heures. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de... comme maintenant. Les mamies avant, ils ont apporté les marmites, puis les feux avec le bois pour faire cuire les marmites. Voilà. C'est pourquoi que je dis à Waimalo, parce que c'est elle maintenant, l'État pour vous, il faut continuer les missions. Maintenant, il n'y a pas de robes, de missions. C'est toutes les robes des mamies, des Wallisiennes. Wallisiennes ou bien chinoises. Pour profiter. Vanuatu. Voilà. C'est pas de questions. C'est pas de questions. À toutes les filles, vous avez entendu la grand-mère. C'est un appel de la grand-mère. À bon entendeur. Si vous avez accord, je vous demande un petit moment. Quand j'arrivais à Calédonie, 40 ans, je quittais l'IFO après l'évacuation de Juanono. J'arrivais à Bethany, c'est l'état de M. Bennis. Et M. Bennis occupait les soldats à Haïta. Et voilà. Je vis les hommes là-bas, les femmes là-bas. Ils n'ont pas de filles, les filles de Calédonie, les mamies de Calédonie. Nous, on est arrivés là, j'ai arrivé pour vivre ensemble avec les filles. Il y a tout. Hélène Caféat, Suzanne Wekiou, comment Wekiou, mais Madame Pasteur là. Il y a Haniko qui marie avec l'autre Maurice là. Il y a toutes les filles, les premières filles, j'arrivais, ils sont 3 seulement, 4. 2 filles de Gomez, une fille de Canala et
une fille de, comment la Waray, ça veut dire, c'est Hélène de Cafayat, pas de Cafayat. Et Wekio. Pas beaucoup de filles. Il ne sait pas les A, B, C, D, E. Commencez à prendre aussi les filles qui viennent d'arriver de tribus. Il ne sait pas côté. Mais je vous dis maintenant, parce que je n'ai pas de questions, mais de courage pour toi, avec les jeunes, que vous continuez la mission de nos missions, avec nos mamies avant. Maintenant, on est habillés avec les Chinois, avec tout le monde, mais il n'y a pas de mission. Voilà. Je n'ai pas de questions. Merci. Parole. Merci. Moi, j'ai contre elle. C'est deux cousines. Parce que maintenant, j'ai resté avec les blancs. Et elle là qui a donné du riz à moi. Mais il n'y en a pas mission maintenant. C'est moi qui ai gardé les missions, mais les blancs qui gardent moi. Obligé, chargé. Avant, on ne peut pas retourner comme ça. Excuse-moi, c'est fini. Merci. On a une question par ici, ensuite au fond. C'est le même modèle de robe pour toutes les générations, depuis les petites, les jeunes et les vieilles. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Oui, alors la question est-ce que vous nous posez si c'est la même coupe de toutes les générations? Les jeunes et les personnes déjà, les adultes. Actuellement ou dans le temps? Est-ce que dans le temps, est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été. Sinon, s'il y a d'autres personnes qui peuvent répondre, mais ça a toujours été. Oui, j'aurais aimé savoir si tu avais un modèle de la dernière robe mission qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, puisqu'elle a évolué dans sa coupe. Très bien, Michel. Je pense que toutes les femmes qui sont venues, alors les femmes que j'avais vues, je leur ai demandé de porter des robes mission. Alors si ces femmes-là peuvent se mettre debout, même les mamies aussi, elles ont... Mamie, il faudra enlever ta veste. Alors ça, c'est l'évolution au fur et à mesure. Hein? Mais actuellement, tel que c'est demandé par Michel, cette robe-là, elle est toujours d'actualité. Toutes ces robes-là sont toujours d'actualité et on continue à l'améliorer. Alors voilà, vous avez devant vous toutes les différentes robes mission que vous trouverez. Vous avez des robes, on appelle des robes plis. Vous avez des robes, l'école aussi peuvent aussi changer. Vous avez dans la première personne. Voilà, les manches aussi qui ont changé de look. La deuxième personne, elle avait de la dentelle. La troisième, c'est des robes plis. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. La repli, pourquoi on appelle pli? Parce qu'il y a des petits plis. Et on l'a surnommé repli. Les autres, ce sont des robes simples. Là, c'est tout simplement une robe coupée avec de la dentelle et on n'a pas mis des plis. Voilà, sur les côtés. Après, vous avez des robes aussi de l'autre côté qui sont pareilles. Vous avez des robes coupées, vous avez des robes plies. Et vous avez Dani. Elle a une robe teintée. Et Michel, je crois que ça répondrait à ta question. Une robe teintée qui fait partie, j'avais dit tout à l'heure que toutes ces robes-là sont toujours d'actualité. Et bon, il y a une évolution avec ces robes-là. La robe que porte Daniel. Il y a d'autres personnes qui sont quand même aussi en robe opinée. La personne qui prend des photos, c'est aussi une robe qui est... Et moi-même, j'ai une robe qui est aussi teintée. Mais avec une jupe en dessous, aux couleurs indépendantes.
Drapeau de Canada. Alors, avant, on les différenciait, c'est la grand-mère qui vient de me préciser. Avant, le différencier parce qu'à Marais, c'est eux qui font beaucoup plus des plis, des replis. UVA, découpé. UVA, c'est avec 2 billets. Et l'IFU, c'est avec 3 billets. Dans le temps. Maintenant, tout le monde porte la même chose. Mais aux couleurs différentes, et à la personne qui porte, c'est à elle de choisir sa couleur, et puis voilà. Et aux circonstances données. Merci, mesdames. Comment cette robe est portée ailleurs qu'en Calédonie, en Océanie, s'il vous plaît? En Océanie? Ou en Mélanésie? Vous avez dit tout à l'heure que les missionnaires l'avaient... c'est le chemin des missionnaires est tracé aussi et marqué par cette robe. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, toujours. Elles ont aussi cette robe-là. Vous verrez chez les Tahitiennes, elles ont aussi cette robe. Mais toujours manches longues et toujours aussi longues. Pas Vanuatu, plutôt les Rarotongiens, mais bon, eux, ils ont le Soulou. Mais pas le Vanuatu. Le Vanuatu, ils ont un autre style de robe. Elles ont cette même valeur identitaire qu'ici ou pas? La Calédonie, je sais qu'elle a une valeur identitaire. Oui. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre à la question, si à Tahiti, je pense que Tahiti, puisque Tahiti l'arbore très bien, quand une Tahitienne porte, je pense qu'elle... sauf s'il y a une Tahitienne qui peut me dire le contraire. C'est bon? Oui, Waimalo. Waimalo, dernièrement au jeu de Suva, les Vanuataises ont défilé en robe donc, de Vanuatu. Oui. Donc je pense que ça répond à la même question d'identité. Merci, Dewe. Donc voilà, la réponse vous a été donnée, monsieur. En attendant la prochaine question, je vais en poser une concernant ce qui s'est passé dans les années 60, si Waimalo peut répondre, ou Dewe ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a eu, en même temps qu'il y a eu cette revendication, tu as parlé d'une manifestation en 66, me semble-t-il, mais est-ce que dans le même temps, ou avant ou après, il y a eu un rejet justement au même titre, enfin pour les mêmes motifs, c'est-à-dire en revendication pour rejeter cette robe mission? Ou est-ce qu'elle a été unanimement acceptée? Je pense... est-ce qu'il y a une personne qui peut répondre? Sinon, bon, il y a déjà Dewe qui va t'apporter un élément de réponse, et puis je verrai si je peux rajouter. Oui, Waimalo, je me souviens de la grève dont tu parlais tout à l'heure, que les garçons donc, avaient enclenché à l'époque, en 1966, au lycée La Pérouse, parce qu'effectivement, on interdisait notamment aux filles de l'IFU, qui venaient donc en robe popinée, de la porter. Je pense par exemple à Madame Ouazana Lallier, épouse Nahoué. Je sais qu'elle était concernée. Donc il y a eu ça. Ce que je dirais pour les années 60, c'est que il faut dire qu'à l'école de la tribu, c'était l'école des Kanaks, et quand on devait aller au village, on va à l'école des Blancs. Donc on met la tenue des petits Blancs, quoi. Et le lycée La Pérouse, c'était donc le lycée, c'est toujours l'école des Blancs. Donc on doit aller là-haut avec la tenue des Blancs, des petits Blancs. Donc je résume, je résume comme ça. Et dans la tête de nos parents aussi, c'était ça, même si nos mamans, elles portaient la robe popinée, mais quand il fallait faire le trousseau pour les filles, pour l'internat et tout ça, et ben c'était dans la liste, on demandait donc pyjama, tenue de sport, robe, jupe, et puis tout ça, quoi. Donc les mamans, elles vont acheter ça pour nous et on va à l'internat et au lycée dans ces tenues-là. Voilà ce que je pourrais dire. Merci.
Je veux juste compléter ce que Dewe, parce que c'est pour dire à l'assistance que même les internats de l'église évangélique ne favorisaient pas la robe mission. Moi, j'étais à Jeanne d'Albret et dans le trousseau, effectivement, on n'acceptait pas tellement les robes mission. C'est pour vous donner la position de l'église aussi. Hein, que d'un côté, on a imposé d'habiller les dames comme ça, mais quand on rentrait dans la scolarité, l'église n'est pas non plus vraiment favorable. Hein. C'est vrai que j'y étais à Doneva. C'était un établissement scolaire privé de l'église évangélique. Mais ce n'est pas l'église qui l'interdisait, mais toutes les écoles. Étant donné que c'est le public qui régissait les écoles, il ne fallait pas mettre des robes poupinées. Et moi, j'étais aussi à la dernière année où on interdisait cette robe. Pour vous dire qu'à un moment donné, ma tante m'a cousu une robe popinée je devais partir sur l'IFU pour les vacances de 15 jours, mais je n'osais pas la porter. On m'a tellement habituée à mettre un short bouffant, une robe, non, parce que c'était nos tenues, short bouffant ou jupe ou robe. J'ai porté ma robe parce que c'était pour que ma tante, elle soit contente ou heureuse, parce que c'est elle qui l'a confectionnée. J'ai pris l'avion. Mon père est venu me chercher à l'aérodrome de Wanaham, à Lifou. Mais une fois que j'étais à Wanaham, j'ai demandé à mon père de rentrer à la maison immédiatement. Arrivé à la maison, je l'ai enlevée. Pourquoi? Parce qu'on m'a tellement dit que cette robe, elle n'était pas à porter. Mais ce n'est pas l'église. C'était parce que ce sont les établissements scolaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas les porter. Par contre, on nous laissait porter le dimanche, mais pas à l'école. Pour une précision. Oui, j'ai une question venant d'un blanc. Je voulais savoir, la robe mission représente à l'heure actuelle une revendication de la femme kanak, mais est-ce qu'au cours des décennies, vous n'avez pas eu envie de vous libérer d'un vêtement qui a été imposé par les blancs? Au départ, c'est quand même été imposé. Je pense que cette robe, on l'a appropriée. On se l'est appropriée de cette robe. Oui, mais au cours des décennies, il n'y a jamais eu un moment où vous avez non, envie... puisque nous disons que c'est une robe qui vient de l'Angleterre ou qui vient... Mais finalement, elle est effectivement autre que ces robes provenant de l'Angleterre. Vous avez vu les robes des reines vous avez vu exposées sur les photos. Je pense quand même on l'a appropriée, on l'a fait de telle manière à que cette robe reste une robe kanak. Merci. Autre chose, les tissus des premières robes provenaient d'Angleterre, je suppose? Les tissus, ce sont des toiles de jute. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre 3 mois ou 4 ou 6 mois pour que les navires arrivent de la métropole ou de l'Australie qui est tout près. Et puis en plus, il faut avoir de l'argent pour les acheter. Donc je suppose que les couleurs n'étaient pas aussi chatoyantes qu'actuellement. À l'époque, elles étaient chatoyantes peut-être. Maintenant, non, je ne pense pas. Oui, j'aimerais intervenir pour féliciter d'abord déjà Waimalo de sa conférence. Et puis j'aimerais aussi dire que vendredi, moi j'ai présenté un petit peu, c'était pas tout à fait ce qu'on a pu entendre ce soir, mais vraiment une infime partie de sa conférence à Bourail, à la foire de Bourail. J'ai donc présenté un petit peu l'historique de la robe mission et puis surtout j'ai présenté un défilé de robes mission confectionnées par des femmes kanak, les femmes du Nord. Alors, il y avait des couturières de Koné, de Vaud, de Wailou et une de Lifou. Donc moi je voulais simplement dire que ça fait déjà 5 ans que je présente des défilés un peu partout. J'essaie de faire passer le message pour dire que on est en train de construire un pays. Pourquoi ne pas accepter cette robe là, même si on dit que c'est la robe de la femme kanak, mais
Enfin, je crois que vous êtes tous ici, vous avez tous envie de voyager dans notre bateau. On est tous ensemble pour construire ce pays, donc ce serait bien que cette robe soit notre robe à toutes. Et vendredi, donc j'ai présenté le défilé, et samedi, il y avait l'élection 3 élections de Miss. Miss Foire de Bourail, Miss Asie-Pacifique et Miss Bourail. Et il n'y a eu aucun passage en robe traditionnelle d'ici, quoi. Elles ont toutes défilé en robe traditionnelle tahitienne. Donc voilà, quoi, c'est un appel pour les gens, je sais pas, les couturières, les femmes de l'église. Je sais pas si vous pouvez faire quelque chose, mais bon, on a envie quand même de voir la représentante de la Nouvelle-Calédonie en robe de chez nous, quoi, parce que ben, c'est notre robe à nous, c'est votre robe aussi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ces robes étaient utilisées pour les grands moments de la vie d'une femme, c'est-à-dire le mariage, le décès, voilà. Et est-ce que cette robe, si toutefois elle est utilisée, est-ce qu'on y met d'autres agréments? Est-ce qu'on la bonifie? Est-ce que la coupe est la même? Voilà. Alors, est-ce que la coupe est la même? Je ne sais pas si vous avez... On a fait lever toutes les femmes tout à l'heure qui portaient cette robe. Il y a l'encolure qui est changée, il y a la longueur, il y a le... Sinon, son carré restera toujours... Sinon, maintenant, pour les mariages, vous avez bien fait de la poser. Parce que bien souvent, on porte des robes européennes. Mais alors qu'on pouvait aussi... Et quelques mariages se font déjà avec la fille qui porte la robe mélanésienne. Blanc ou de couleur, cela dépend de la famille de la fille, du garçon ou bien de la fille. Mais c'est vrai que actuellement nous commençons à cheminer aussi, à porter plus souvent nos robes qui est notre robe à vous aussi. Ce sera une robe ouverte à toute ethnie confondue. Et il y aura celle-là, il y aura... Mais ce sera une des robes qui sera portée pour la communauté de destin. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question, revenir encore dans le temps. Parce que quand les femmes enfin, je voulais dire que les robes sont chères. Je voulais savoir, dans le temps, les femmes n'avaient pas tous les moyens de se payer une robe et faire venir le tissu de l'étranger. Je voulais savoir à quel prix et comment elles faisaient pour s'approprier une robe. Déjà, le tissu, ce sont les femmes missionnaires qui les apportaient. Auparavant, nous n'avons pas cet argent. Ce sont les femmes missionnaires qui les apportaient puisque cela fait partie de leur mission, d'apprendre aux femmes à coudre. S'il faut apprendre aux femmes à coudre, il faut aussi apporter le matériel. Maintenant, dans le temps, combien ça coûtait? Si quelqu'un peut répondre dans l'Assemblée, le coût de cette robe, il y a combien de temps? Si vous pouvez préciser votre question pour... Parce que moi, j'ai une robe qui est de ma mère de 1934, une robe de mariée que j'ai toujours gardée. C'est du tissu popeline et j'ai toujours gardé avec moi. Et donc, pour moi, ce tissu-là est cher. Elle a de la valeur. Elle a de la valeur. Dans la durée, elle a de la valeur. Oui, pour cette question-là, quand j'étais petite, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas de sous, mais j'ai vu ma grand-mère me faire, j'ai porté une robe en toile de sac, les sacs de copra avant. On me faisait une jupe avec cette toile-là. Et j'ai dû la porter parce qu'il fallait la porter, il fallait me cacher. Alors on n'avait pas d'argent, on était avec une famille et on nous faisait des robes avec les moyens qu'ils avaient. Alors je sais que j'ai porté une robe avec de la toile de sac, des sacs de copra. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui.
au fur et à mesure, il y a le marché de Copra. Il y a le Copra qui marchait. Il y a le café qui marchait. On apprenait aussi le commerce. On apprenait le ABCD et on apprenait aussi à compter. Pour ne pas se faire embobiner quelque part. Mais ça fait partie de la mission. Et c'était le Copra, le café, c'est tout ceci, le marché. Et c'est avec cet argent. Bonsoir. C'est pour apporter une précision pour la question pour la robe de la mariée. Alors, moi et Malo disait que c'est... la dame elle disait que c'est des robes beaucoup plus modernes. Beaucoup plus modernes qu'apportées par les jeunes mariés. Et moi, je voulais apporter une précision sur ça. Si on voit bien dans les lycées, est-ce que vous voyez des jeunes filles en poupine? Actuellement, en robe mission, oui. Des jeunes filles en robe mission? C'est rarement, hein, presque non, pas. Je pense que des jeunes filles ont pris, voilà, sont sensibles maintenant à cette robe mission. Éclaircir un peu sur la question qui a été posée, parce qu'il faut dire que les jeunes maintenant ils sont évolués. Enfin, il y a l'évolution des temps modernes et aussi intellectuelle des jeunes. Alors, on suit la mode qui avance. Alors les jeunes, ils sont mieux à l'aise en basket et en short, pantalon, pour le lycée. Mais moi, je dis, en tant que maman jeune, j'ai 2 enfants, 2 filles. Alors, pour le culte du dimanche, elles portent la robe mission. C'est une sorte de c'est un constat. C'est un respect, quoi, pour cette robe-là qu'on porte. Ça revient toujours à l'identité. Ça ne veut pas dire qu'on la renie, cette robe, non. C'est porté à des occasions. Des occasions spéciales et surtout à des cérémonies. Mais pour la robe de mariée, comme elle disait, que c'est des robes modernes. Mais c'est parce que les jeunes aujourd'hui, elles se sentent mieux à l'intérieur de cette robe-là. Elles la portent bien, très bien même. Mais ça lance aussi un appel aux couturières, celles qui créent des modes. Voilà. De faire évoluer cette robe pour que la jeunesse puisse la porter. S'il vous plaît. Mais il y a déjà beaucoup de jeunes femmes, de jeunes mariés quand même qui portent cette robe opinée pour le mariage. Hein? S'il vous plaît, quand vous parlez de l'évolution, je suis ici là. Ah, excusez-moi. Bonjour. Merci. Quand vous parlez de l'évolution de la robe, est-ce qu'à une époque, elle a eu des poches? Pardon, vous pourriez préciser votre... Oui. Moi, j'ai l'impression que sur les robes missionnaires, vous n'avez pas de poche. Effectivement. Alors pourquoi? Est-ce que vous n'avez jamais pensé à en mettre? Est-ce que ça ne serait pas plus pratique? Je vais me lever. Il se trouve que... Sinon, c'est à la personne qui... Si la personne veut mettre des poches, elles peuvent aussi les mettre. Hein? C'est au bon vouloir de la personne qui va porter la robe. Monsieur. Je voulais savoir si la robe mission, c'était une tenue vestimentaire quasiment obligatoire pour aller au culte pour les femmes. Actuellement? Oui. Est-ce qu'elle peut se présenter dans une église habillée à l'européenne Elles peuvent se présenter habillées aussi à l'européenne. Oui. En chinois ou en habit. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les femmes, elles portent des robes mission. Mais ceux qui se sentent à l'aise à porter, par exemple, si la robe elle est neuve, une robe européenne est neuve à côté, peut-être que la jeune fille ou la jeune femme porterait la robe. Mais sinon, les robes mission, c'est vrai qu'elles sont portées aussi souvent aussi pour le dimanche. Et que pensent vos maris et tout ça de la robe mission qui leur a été imposée? On n'a pas entendu... Qui leur a été imposée à qui? Aux maris ou aux femmes? Non, à leurs femmes. Je pense qu'ils sont noyés dans le... Ils ont suivi l'évolution de la femme.
Je voulais dire... Il y a un mari qui répond. Oui, oui. Ah ben, je répondrai peut-être après. Mais je reviens sur la robe de mariage chez nous à Ouvéa. Je dis chez nous parce que je suis marié à Ouvéa. La coutume veut que, par exemple, quand on s'est marié, bon, moi j'avais dessiné une robe mélange à ma femme avec le plastron et on avait sa robe. Mais la coutume veut qu'après la messe, enfin, ou la cérémonie, le culte, ma femme, elle a quitté tout de suite cette robe blanche et elle a revêtu la robe qui avait été faite par mes belles-sœurs. C'est-à-dire qu'on ne garde pas la robe de cérémonie. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais à OVA, en tout cas, au mariage, il y a au moins 2 robes. La robe de la cérémonie et la robe que les belles-sœurs ou les sœurs du garçon ont fait et dont elles vont revêtir la femme après. Parce que la femme, elle vient dans une famille et ça marque son entrée dans la famille. Alors, pour répondre encore plus à la question de la dame qui demandait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des fioritures, des choses... moi, ce que je vois, c'est que quand ma femme, elle choisit une robe, elle regarde comment elle est cousue. La manière de faire les coutures, la manière de poser la dentelle, les qualités de dentelle, tout ça, ça compte beaucoup. Et puis alors, bien sûr, aujourd'hui, avec toutes les formes qu'on donne aux robes, je ne continuerai pas, mais je poserai une question pour terminer après ce petit témoignage. Comment se fait-il qu'on n'a encore pas mis au point un costume national pour les messieurs? Et que là-dessus, on est presque en régression, parce que quand dans les années 60, les dames se battaient pour la robe, je me souviens que les mêmes, avec Jimmy Hooney, tout ça, se battaient pour le manou. Il était question à l'époque d'aller siéger à l'Assemblée territoriale. Le débat politique pour les messieurs était, est-ce qu'on va siéger à l'Assemblée en manou, ou est-ce qu'on y va en pantalon? Alors, je trouve que du côté des dames, les choses ont bien évolué, mais du côté des messieurs, mesdames les couturières, vous avez beaucoup de travail à faire. Les messieurs se plaignent maintenant. Il faut dire qu'au départ, j'avais bien précisé tout à l'heure que l'objet de convoitise est la femme. Et c'est pour cela... Non, mais cela est vrai. Et c'est pour cela que nous n'avons jamais parlé. Effectivement, dans les livres, on ne parle pas de l'habillement des hommes. Mais on ne vous a pas oublié, on essaie de chercher. Vous avez déjà posé la question il y a 2 ans. Mais à Marais, on nous l'a posé aussi parce que nous avons fait un défilé aussi avec des créations des robes. Mais là, il y a Ouvéa qui a sorti les tuniques que tout le monde porte maintenant, tuniques d'Ouvéa. Il y aura peut-être d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais les femmes... Vous avez la plainte des hommes. Vous avez recueilli la plainte des hommes depuis 2001. Ce sera pour 2004. La réponse, ce sera pour 2004. C'est vrai qu'au départ, les hommes, on leur donnait des manous. Mais ça revient toujours au même. Vous n'êtes pas l'objet de convoitise, donc le manou, ça vous suffisait. Voilà, bonsoir. Non, je voulais juste... bonsoir, Madame Waimalo. Je voulais d'abord féliciter la conférence de Waimalo. Merci, parce que même nous, les femmes kanak, on apprend aussi l'histoire de l'arrivée de l'Évangile et puis l'origine de la remission. Je voulais juste, pas préciser, mais je voulais dire qu'avec l'évolution en 2003, nos filles, nos filles et nos belles-filles, les femmes de la génération d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elles portent le pantalon. Voilà, il y a Marie qui est juste à côté de moi, elle est en pantalon. Mais c'est vrai que la femme kanak, quand il y a des cérémonies comme le deuil ou le mariage, porte la popinée. Et c'est pour garder le sacré ou de la cérémonie. Parce que quand moi je vois ma fille, quand elle va au deuil, hier on était en deuil, aujourd'hui aussi, elle était en short. Alors je lui dis, va vite chercher une popinée. Donc on va vite chercher une popinée parce que ça fait bien, ça fait beaucoup plus respectueux, voilà, habillé en même temps. Donc la popinée reste quand même la robe
traditionnelle et qui marque le sacré de la cérémonie, mais aussi, voilà. Donc, en tant qu'enseignante, je voulais aussi témoigner. Moi, j'ai travaillé dans l'enseignement public et j'ai connu l'interdiction de la popinée. Et j'ai été l'une aussi des enseignantes à défendre le droit, ne sachant pas que c'était des Anglais, c'est vrai ce que disait Waimalo. Nous nous sommes appropriés de cette robe qui est devenue notre identité, notre robe. Et je vous raconte une petite anecdote. Je suis allée à Paris, en France, il y a 5 ans, et je me suis dit, pour que les gens, les Calédoniens, me reconnaissent, je vais sortir, je vais aller en ville en popinée. Et je suis allée en popinée. Et qui est-ce qui m'a reconnue? C'est 2 filles, c'est des Calédoniennes blanches, c'est 2 blanches de la foi et 2 Wallisiennes. Et elles ont couru vers moi, elles ont dit « Oh, vous êtes Calédonienne, oui !» Et on était contentes, toutes les 6, à se voir. C'est vrai, c'est la robe popinée qui les a... voilà. Qui unit. Et je voulais également, dernier mot, à propos des hommes. Nos hommes, c'était une question tout à l'heure, alors nos hommes, ils sont possessifs comme tous les autres. Et lorsque la femme, parce que la femme d'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, elle se met en décolleté, dos nu, tout. Mais quand il va y avoir beaucoup de monde, les hommes commencent à demander, chérie, tu ne devrais pas porter une popinée ou quelque chose par-dessus. Voilà. N'empêche qu'eux, ils aiment bien regarder le décolleté des autres. Oui, j'ai envie de dire que la tenue, que ce soit la robe mission ou une autre tenue, en tant que signe identitaire, effectivement, ça pose encore problème. Nous, on a vu ça pour la tenue de la délégation de la Nouvelle-Calédonie au 8e Festival des Arts mélanésiens, qu'on a organisé ici. On avait distribué justement les tenues donc ici, là. Et puis le lendemain, à l'ouverture du festival, les Européens et les Européennes ne sont pas venus. Et puis ils ne l'ont pas porté. Moi, j'ai vu peut-être 1 ou 2. D'ailleurs, on m'a posé la question dans une interview. Et j'ai dit, il faut le leur demander. Moi, c'est pas à moi de dire pourquoi on ne veut pas porter la tenue donc on a prévu pour le pays. Deuxième exemple, c'est là, quand on est allé à Suva, là. Donc on prépare la tenue pour la délégation de la Nouvelle-Calédonie. Et quand il a fallu donc faire la photo officielle avec la tenue, donc moi je suis venue avec ma robe popinée mission, donc confectionnée dans le même tissu. Et c'est là que les Océaniennes, les Wallisiennes et les Futuniennes, les athlètes, elles sont venues, elles ont dit « Oh, mais comment ça se fait que... » Parce que nous, si on avait su, on aurait demandé aussi à ce qu'on fasse une robe popinée pour nous, parce qu'on n'est pas obligé de mettre cette tenue-là, proposée par le comité territorial olympique et sportif. Donc, je crois qu'il manque encore un déclic dans la tête de beaucoup de gens ici pour intégrer que la robe mission, ça peut être la tenue de tous dans ce pays, puisqu'on est en Kanaki. Autrement, pour répondre au monsieur là-bas tout à l'heure qui a demandé si les filles kanak, à un moment donné, elles n'ont pas eu besoin de s'émanciper, de la robe mission. Moi, je dirais que, évidemment, que les jeunes filles kanak, pas seulement aujourd'hui, mais hier et avant-hier, elles ont suivi la mode et donc elles se sont mises en jean, en décolleté, comme disait Adèle tout à l'heure, et tout. La Calédonie, elle est dans le monde aussi, donc c'est la mondialisation et puis tout ça. Pour expliquer pourquoi les filles, elles mettent autre chose aujourd'hui plutôt que la robe mission. Une autre remarque aussi pour la tenue en robe mission. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas ailleurs, mais dans les tribus de la Grande Terre, là, jamais vous allez voir une femme en bikini sur la plage dans les tribus. Ou alors, elle est folle. Donc, je veux dire que quand on met la robe popinée, aussi à certaines occasions, c'est parce qu'il y a des interdits,
où on ne doit pas montrer donc, les jambes ou une partie du corps, parce qu'on a un frère là, parce qu'on a quelqu'un qui est là et qu'on est en relation d'interdit coutumier donc, par rapport au corps. Hein. Donc ça, c'est une autre remarque. Autrement, je voulais remercier Waimalo pour sa conférence. J'ai été très émue tout à l'heure d'avoir entendu une partie de l'histoire donc des femmes Kanak, que ce soit celle de nos grands-mères ou de nos mères ou celle plus récente. Et vraiment, merci beaucoup, Waimalo. Pardon, je suis donc enseignante et c'est pourquoi je connais un peu le problème de ce qui a été dit. Le cycle de natation est obligatoire et cela pose énormément de problèmes à des jeunes filles qui ont 14 ans, 14-15 ans. Et il faut parler longtemps avant le cycle pour qu'elles comprennent que, eh bien, il faut quand même se mettre en tenue. Et j'ai eu un refus, et c'est une Calédonienne qui a refusé. Une jeune fille blanche, quoi. Une tenue sportive? Non, le maillot de bain. Le maillot de bain, oui. A été un refus. Autrement, les jeunes filles Kanak n'ont absolument pas refusé, mais il a fallu parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci Waimalo. Je voulais donner un petit témoignage aussi parce que je suis mariée à un métis, au fils de Wassa, qui est là et qui a préparé avec vous et qui a chanté pour nous. Merci. Et je voulais parler par rapport à la robe mission. J'en ai mis une ce soir. Mais ça a été un long chemin. Pas ce soir, mais ça fait 12 ans que je viens en Calédonie. Ça fait 6 ans que j'y vis. Et la toute première fois, on m'en a offert une en coutume à Lifou, à Hunod, dans la famille où j'ai été accueillie pour mes études. Et je la mettais le dimanche pour aller au culte. Et puis un jour, d'ailleurs, j'ai traversé la tribu en oubliant de mettre un jupon. Et puis je suis arrivée chez la maman chez qui j'allais. Et puis elle m'a dit, mon mari va te raccompagner. T'as oublié de mettre un jupon. Et c'est un manque de respect pour tous les gens que tu as croisés. Et bon, j'ai compris quelque chose que j'avais pas découvert, que j'avais pas bien regardé, qu'effectivement c'était un tissu transparent. Il y a des tissus qui sont plus ou moins transparents. Donc je me suis fait raccompagner, puis j'ai très rarement oublié de mettre le jupon après. Quand je me suis mariée, les tantines de mon mari m'ont interpellée et m'ont dit juste avant la fête. C'était pas, on s'est pas mariés coutumièrement, donc, mais bon, c'était la fête quand même, on peut dire cérémonie. Et elles sont venues vers moi, bon, peut-être parce qu'elles étaient 3, elles m'ont dit, Marie, viens, on va t'habiller, on va te mettre une robe. Et puis j'ai couru vers mon mari et je lui ai dit, est-ce que je suis obligée? Et bon, il faut que je précise que ma famille de France, donc, puisque je suis originaire de Grenoble en France, n'était pas là. Et mon mari m'a dit, c'est avec moi que tu te maries et tu es libre de choisir. Donc je ne l'ai pas mise parce qu'effectivement, là c'était identitaire dans le sens inverse sans doute, mais c'était la sensation que j'allais plus savoir qui j'étais si je portais cette robe peut-être. Et puis ce soir, j'ai vu Tchétché avant de venir à la conférence, donc ma belle-mère. Et en blaguant assez irrespectueusement, je dois reconnaître, j'ai dit, est-ce qu'on est obligé de venir en robe mission à la conférence? Et puis Tchétché m'a répondu que non.
Et puis j'ai fait une petite sieste et je me suis réveillée. Je me dis, mais que tu es bête. Bien sûr, c'est pas la question d'être obligée. C'est un plaisir de mettre cette robe mission. Et merci Waimalo pour la conférence. Pardon, Tchétché, j'ai pris dans les robes qui ne sont pas les miennes. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais une petite précision. C'est pourquoi qu'on appelle la robe popinée, alors que j'aime pas tellement ce mot. Et je voudrais que, avant de sortir de cette en scène, on arrête de dire popinée. Plutôt la robe mission que popinée. Voilà. C'est une petite précision. Au départ, c'était très péjoratif, popiner. Bon, popiner, dans le temps, hein, moi j'allais à l'école des sœurs, c'était une insulte, popiner. Insulte. C'était une insulte, ça veut dire une peau à piner. À piner, oui. Voilà. Oui, oui. Effectivement. C'est pour ça, moi, ça me fait quelque chose quand on dit robe popinée. Non, non, mais c'est une insulte, robe popinée, kanak au départ, puisque on nous insultait quand on nous traitait de kanak. C'était des insultes au départ. C'est un peu comme quand on dit robe ponoche. La même chose. Moi, on me l'a souvent dit ça. Mais avant, hein, plus maintenant. Hein. Non, mais on est touché hein, quand on nous dit ça. Mais bon, moi en tout cas, je réagis souvent. Mais quand on attaque à mon identité, quand on me dit ponoche, je vous assure que je ne réponds pas, je n'ai pas de réponse à donner. Je préfère laisser comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure ce débat. Et on a un petit temps de remerciements. Je pense que les dames qui sont devant ont peut-être... c'est à vous de jouer. C'est le temps des remerciements. On a plusieurs interventions. Donc, la première des dames de l'ACAPA. Est-ce que nous avons des t-shirts pour nous rejouer? Mais la seule chose de dire, Waimalo, regarde, nous les dames, avec nous les femmes de Kanak, c'est pas bon ça? C'est très bien. Mais je vous demande, le chat qui va chanter, ceci dit, aimez-vous les autres. Seulement, excusez-moi, je vais à genoux. Waimalo, merci bien. Waimalo. I say, hey.